It's about a thing. Yeah. Feel real good. Wave your hands in the air and lick 2 shots in the atmosphere. Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Bernard Stiegler, philosophe, président de l'Institut de recherche et d'innovation, président de Ars Industrialis, et Patrick Brauzek, président de Pleine Commune, et Yann Lepolotek, responsable de la révolution numérique au PCF. Donc, je vais passer la parole à Patrick Brauzek en lui demandant, pour introduire ce débat, de nous préciser, de nous expliquer quels sont les objectifs de Pleine Commune avec ce projet. En revenant peut-être un peu en arrière, d'abord parce que, au-delà de la question de la révolution numérique sur laquelle je vais revenir, on partage avec Bernard depuis maintenant quelques années une réflexion un peu commune sur la vie, sur la politique, sur la philosophie, à partir du petit livre qu'il avait écrit suite à une communication qu'il avait faite aux entretiens de Cerisy et qui s'appelait « Aimer, s'aimer et nous aimer ». Et qui décrivait pour moi assez bien cette perte du commun et les dérives, à partir du moment où il n'y a plus de nous, toutes les dérives du jeu qui ont pu amener à la fois ce qui s'est passé dans la tuerie de Nanterre comme avec les Twin Towers. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à cheminer ensemble au niveau de la réflexion. Et puis, c'est vrai qu'au fil de nos rencontres et du travail que menait Bernard sur le numérique, il m'a convaincu, parce que pour rien me cacher, je suis vis-à-vis du numérique aussi proche que du cheval. Comme je ne suis jamais monté sur un cheval, ça peut vous dire. Mais néanmoins, il m'a convaincu qu'il y avait des enjeux là qui devaient interpeller le politique et sur lesquels le politique devait intervenir. Et puis dans ma vie d'élu, régulièrement, j'étais confronté finalement aux conséquences de ce numérique dans le monde du travail. Très rapidement, peut-être 3 exemples très concrets. Nous avons, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, inauguré le nouveau siège de Siemens à La Plaine. Et le PDG prend la parole et au bout de quelques instants, il y a un robot qui arrive, qui marche vers nous, une sorte de géant de 2,50 m, et qui commence à nous parler, il s'interrompt, il se présente, il nous raconte son histoire. Le PDG prend la parole et au bout de quelques instants, il interrompt de nouveau pour lui dire « je ne suis pas d'accord avec vous, et voilà ce que je pense moi ». Il repart comme il était venu. Le lendemain, nous avions des rencontres de Pleine Commune Promotion, l'association qu'on a créée avec les entreprises du territoire. Et là, devant nos yeux, en l'espace d'1 heure de temps, il y avait une imprimante 3D qui nous a fait un joli un joli tuyau avec 2 coudes. Et puis, la directrice régionale de la Poste que je recevais la semaine d'après, me dit, parce qu'on faisait le bilan de notre charte entreprise territoire où les entreprises s'engagent à engager des gens du territoire, me dit, vous savez, Monsieur le Président, on engage encore des postiers, mais on n'engage plus de personnes dans les agences parce que petit à petit, nos postes sont supprimés et remplacés par les machines. Donc, ces 3 exemples, on dit, mais si on ne fait rien, on risque d'être très vite encore dans une situation où le politique va courir derrière. On va subir des mutations qui en plus s'accélèrent de plus en plus vite. Et nous, le politique, on sera encore là pour dire c'est la crise et on n'aura rien fait pour anticiper. Et donc quand on a discuté de tout ceci avec Bernard, il est venu présenter le travail. Et c'est bien qu'il arrive maintenant parce qu'il va falloir le faire. Ah, t'es comme moi, toi, t'es Aurélie une pomme. Eh bien, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire sur un territoire comme le nôtre? Parce que ce territoire, il a des particularités. Il est à la fois un territoire très dur, avec beaucoup de chômage, avec beaucoup de jeunes en grande difficulté, mais il a aussi beaucoup de potentiel. Il a notamment des savoir-faire personnels ou collectifs qui ne sont pas du tout aujourd'hui calculés, qui ne sont pas du tout valorisés.
Et on s'est dit que c'était peut-être un territoire qui permettrait justement de penser autrement le monde du travail. Depuis un certain temps, nous on s'efforce, et là aussi grâce au travail que mène Bernard, de ne plus parler d'emploi, mais de parler de travail. Considérant que c'est bien autour de ces questions du travail, de la valorisation du travail, de la mise en valeur des savoir-faire, qu'on construira la société de demain, ou sinon on sera dans une prolétarisation de plus en plus forte de tous les emplois qui existent. Donc on a travaillé sur un projet. Ce qui était intéressant aussi pour moi, c'est que j'ai testé un peu auprès des salariés de Pleine Commune, savoir comment ils réagissaient sur un projet comme celui-ci. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que ces salariés, quel que soit d'ailleurs leur poste de travail, quelle que soit leur catégorie A, B, C au sein de la fonction publique territoriale, ont répondu présent, très intéressés, se rendant compte, ayant conscience sans doute, que si on ne s'y emploie pas maintenant, ils seront comme d'autres, dans d'autres entreprises, ils subiront des mutations de ce monde du travail avec les conséquences négatives que ça peut avoir pour eux. Alors on a effectivement élaboré un projet, on est allé voir 3 ministres, on les a convaincus que ça pouvait être une expérimentation intéressante et on a travaillé avec eux sur une lettre de mission qu'ils nous ont écrite au mois de mai. On est dans l'expectative aujourd'hui parce que il paraît qu'il y a un ministre qui est parti, vous savez, et comme c'était un peu la cheville ouvrière de ceux qu'on avait sollicités, Emmanuel Macron, il faut qu'on travaille un petit peu, notamment avec Axel Lommer, le ministre à l'innovation, et puis avec un peu de budget aussi, c'est certain sans doute. Parce que bien évidemment, l'enjeu c'est aujourd'hui d'avoir suffisamment d'argent pour créer des chaires universitaires. Donc on a lancé un appel à projet de thèse qui brasse différents domaines, qui vont des domaines effectivement des mutations du monde du travail, qui vont aussi sur la participation citoyenne à ce projet, qui va sur la question de l'économie contributive, et ça Bernard en parlera mieux que moi. Donc on a de bonnes nouvelles depuis quelques temps, hein, parce que de nouveau on devrait pouvoir effectivement avoir les financements dont on a besoin pour créer les chaires universitaires. Donc ça s'appuie sur Ars Industrialis, ça s'appuie sur l'IRIS, ça s'appuie sur la MSH Paris Nord, puisque c'est un peu la structure qui va être pivot. On a créé un conseil scientifique, et puis on est prêt à se lancer dans cette aventure. C'est une expérience dont la durée est de 10 ans, qui nécessitera effectivement des bilans annuels. Mais je termine par là, parce que je ne vais pas être trop long, mais c'est vrai que pour moi, responsable politique d'un territoire comme Pleine Commune où on a trop subi dans la période précédente, après l'ère de l'industrialisation de notre territoire, on a subi complètement les départs des entreprises, sans alternative. Et il a fallu l'opportunité d'arriver du Stade de France et de développement de nouveau du territoire autour d'un projet urbain que nous avons eu la bonne idée de travailler en amont de l'arrivée de ce stade, qui nous a permis de rebondir. Mais là, je vois bien que si, par rapport à cette question des mutations technologiques, mais plus que les mutations technologiques, c'est des mutations anthropologiques qui modifient complètement notre façon de vivre. Si on n'anticipe pas sur les conséquences de ces mutations, eh bien le politique, entre autres, et le politique aura la responsabilité, encore une belle fois, de subir et non pas d'anticiper, de proposer des alternatives. Et l'intérêt pour nous, c'est de proposer effectivement des alternatives par rapport à ce qu'on pourrait subir sans le préparer. Merci. Donc, je passe à Bernard Stiegler. Bernard, est-ce que vous pouvez revenir sur les principes du revenu contributif, nous expliquer la jeunesse pour tout ce projet dont vous nous aviez parlé donc déjà il y a 2 ans, ici même? Alors, je vais commencer par un énoncé négatif, ce qu'il ne faut pas faire d'habitude, mais ça n'est pas le revenu universel d'existence, le revenu contributif. C'est très important de le préciser, parce que énormément de gens font la confusion.
Ça ne veut pas dire que ça soit incompatible avec le revenu minimum d'existence. Je dirais que c'est une question pour le moment qui est à examiner. Personnellement, en tant que président de l'Arsenal Industrialis, je soutiens en fait le revenu minimum d'existence à condition qu'il soit articulé avec le revenu contributif. Quant au revenu contributif, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que nous l'avons introduit? Quand je dis nous, je parle d'abord d'Arsenal Industrialis. Eh bien, c'est un revenu qui s'inspire de deux modèles qui sont apparus, l'un dans les années 1930, l'autre dans les années 1980. Le premier modèle, c'est le modèle des intermittents du spectacle, qui a été mis en œuvre dans les années 1930, donc. Et le deuxième modèle, c'est le logiciel libre. Alors pourquoi est-ce que nous faisons la promotion de ce revenu contributif dont nous considérons qu'il devrait être la clé de voûte d'une nouvelle économie que nous appelons l'économie contributive? Eh bien, c'est parce que nous pensons qu'il faut prendre vraiment au sérieux, mais je pense que Patrick, je vous demande d'ailleurs en passant de m'excuser de mon retard, mais je me suis vraiment perdu dans les environs avec... voilà. Patrick vous a peut-être dit voilà, que notre point de départ il est lié à un processus d'automatisation en cours, donc par rapport auquel il est anticipé par beaucoup d'universités, de centres de recherche, de diverses régions du monde, une régression très importante de l'emploi. De l'ordre de 20 à 50%, il y a même un chiffre de 70% qui a été avancé par un marxiste qui s'appelle Ronald Collins, un économiste marxiste américain. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces chiffres-là? Il faut les prendre avec prudence, évidemment, parce qu'en fait, personne ne sait vraiment exactement comment les choses vont se concrétiser, mais ce qui est en revanche à peu près certain, pour moi totalement certain, c'est que la tendance est à la diminution de l'emploi. Et par exemple, si on prend les chiffres de Roland Berger, qui annonçait il y a déjà 1 an et 2 ans presque maintenant, que 3 millions d'emplois allaient disparaître en France dans les 10 ans qui viennent, c'était il y a 2 ans, donc on est maintenant, c'est dans 8 ans ce dont il parle, ça se traduit directement sur un territoire comme la Seine-Saint-Denis et plein de communes plus particulièrement d'une manière catastrophique pour la jeunesse, absolument catastrophique, insupportable, et par rapport à une situation par rapport à laquelle on n'a pas le droit de ne pas réagir. Il est inconcevable de ne pas apporter une réponse à un problème comme ça. Il se trouve qu'on peut apporter une réponse parfaitement positive, c'est-à-dire pas simplement pour s'adapter à un état de fait, mais pour renverser cet état de fait en une dynamique nouvelle, créant ce que j'appelle moi un nouvel état de droit. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Là, je vais faire un tout petit peu de considération très générale. Nous sommes dans l'Anthropocène. Vous en avez peut-être entendu parler tout récemment, puisqu'il y a eu à Cape Town, le 29 août, une réunion officielle de l'Association internationale de géologie, qui a reconnu donc, officiellement, le 29 août, que l'Anthropocène est maintenant une véritable question de la géologie. Qu'est-ce que ça veut dire l'Anthropocène? Ça veut dire que depuis 250 ans, l'humanité est entrée dans une nouvelle ère géologique, où la force de l'homme, c'est-à-dire en réalité la technologie, c'est ça la force de l'homme, est devenue la force dominante dans l'évolution de la biosphère. La biosphère, c'est ce qui constitue autour de la planète ce qu'on appelle l'écosystème de la Terre. Et cette biosphère, elle est évidemment en évolution, c'est un processus évolutif. Dans cette évolution, aujourd'hui, la puissance de la technique humaine est devenue majeure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle déséquilibre très fortement ce qu'on appelle les grands équilibres de la biosphère. Et en particulier, j'en parle surtout parce que tout le monde connaît ce problème-là, il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont moins connus, mais en particulier tout le monde connaît le problème du climat, dont il est annoncé maintenant dans la communauté des climatologues, et bien qu'il nous reste moins de 10 ans pour créer un changement radical dans l'économie et pour faire en sorte que ce qui se passera dans les 50 prochaines années ne devienne pas absolument catastrophique pour la vie sur la Terre, pas seulement pour la vie de l'homme, mais pour la vie sur la Terre. Si on traduit ce problème de changement climatique dans des termes qui sont ceux de la physique moderne, le changement climatique, c'est un cas particulier de ce que les physiciens au 19e siècle ont commencé à appeler l'entropie.
Et ce qu'on appelle l'entropie, c'est le fait que dans l'univers, l'énergie a tendance à se dissiper spontanément, et cette dissipation de l'énergie n'est pas réversible, elle est irréversible. C'est-à-dire que l'énergie qui s'est dissipée ne peut pas être rattrapée. C'est une théorie qui est apparue en 1824 à travers un ingénieur français et physicien qui s'appelait Sadi Carnot, qui a essayé de penser les limites de la machine à vapeur. Et ensuite, c'est devenu le cœur de la physique moderne, de l'astrophysique en particulier. Alors, je vous en parle pour une raison très précise, qui est que ce qu'on appelle l'entropie, c'est ce qui est en train d'augmenter très sensiblement dans l'anthropocène. Et l'entropie, c'est aussi ce qui conduit à la destruction du vivant. Parce que le vivant, c'est ce qui constitue les êtres organisés. Et ces êtres organisés, c'est-à-dire ordonnés, eh bien, ce sont des êtres qui luttent contre l'entropie. Ce sont des êtres qui produisent ce que le physicien Schrödinger appelait de la négantropie. Et cette négantropie, c'est aujourd'hui ce qui est menacé par l'anthropocène. J'ai fait des tours par des considérations très théoriques de la physique et des sciences de la nature, parce que l'économie, c'est ce qui doit produire de la valeur, rend possible des développements du futur. Aujourd'hui, l'économie du capitalisme qu'est l'anthropocène, parce qu'il y a des Américains qui disent que l'anthropocène, c'est en fait le capitalocène. Ils disent qu'il ne faut pas appeler ça l'anthropocène, il faut appeler ça le capitalocène. Et c'est le capital qui a imposé un mode de développement, et qui est un mode de développement qui détruit tout, qui pollue la terre, qui détruit les métiers, etc. Le micro ne marche pas très bien. Ce que nous croyons, nous, c'est que l'économie de demain sera fondée sur la valorisation de la négantropie, c'est-à-dire de ce qui produit de la diversification et du savoir. Alors maintenant, si on revient sur le capitalocène, qu'est-ce que c'est? Si vous vous souvenez un petit peu de ce que disent Marx et Engels de ce que c'est que le capitalisme en 1848, eh bien ils disent que le capitalisme, c'est ce qui produit la prolétarisation pour le moment des travailleurs manuels, demain des techniciens, ensuite des ingénieurs et après-demain de tout le monde. Et que cette prolétarisation, c'est la disparition du savoir qui est passé dans la machine et qui a été transformé en machine. C'est ce que Marx appellera en 1857 le capital fixe. Il dit d'ailleurs en 1857, peut-être qu'un jour, tout le savoir dans le capital fixe est à tel point qu'il n'y aura plus besoin de travailleurs. Enfin, il n'y aura plus besoin d'employés, il n'y aura plus besoin de prolétaires. Parce que les machines feront tout. Il n'y aura même plus besoin d'ouvriers pour servir les machines. Eh bien, nous sommes arrivés à ce point-là. 150 ans après, 160 ans après la théorie de Marx, c'est ce que nous sommes en train de vivre avec ce que nous appelons nous l'automatisation intégrale et généralisée. Et là, nous disons qu'il faut distinguer fondamentalement l'emploi et le travail. Le travail, c'est ce que fait quelqu'un qui n'est pas remplaçable par un automate. Éduquer un enfant, par exemple. Vous ne pourrez jamais confier votre enfant ni à la télé, ni à un robot. C'est ce que font beaucoup de gens maintenant. Pas au robot, mais à la télé. Et je ne leur en fais pas le reproche, ils n'ont pas tellement de choix. Mais ça pose de très très gros problèmes éducatifs. De très 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 gros problèmes. Vous ne pouvez pas confier un malade à un robot. Alors, il y a des tentatives en ce moment de remplacer les médecins par les robots. Par la data économie, les big data, etc., etc. Vous avez entendu parler de Generali, la société d'assurance italienne, qui, avant-hier, a annoncé qu'elle lançait un nouveau contrat avec ses assurés pour les obliger à livrer des data et changer complètement leur modèle d'assurance, mais aussi leur modèle de soins. Tout ça, c'est en train de se développer, et ce que nous disons, nous, c'est que ça c'est en train de produire de l'entropie à très haute dose. C'est-à-dire qu'à court terme, ça peut produire des bénéfices très importants, par exemple de Generali, mais à long terme, ça détruit la société. Ça détruit l'environnement, ça détruit l'éducation, ça détruit les savoirs. Demain, nous avons besoin de développer une économie qui produit des savoirs, au contraire, parce que nous allons devoir être très inventifs. Nous sommes 7 milliards 500 millions d'habitants, nous serons 9 milliards dans 20 ou 30 ans, c'est-à-dire au moment où le GIEC dit que tout va commencer à basculer. Si nous n'avons pas été capables de développer des savoirs tout à fait nouveaux, extrêmement importants, très largement distribués, nous serons dans une très mauvaise situation. Je dis tout cela pour situer le contexte dans lequel, après,
nous disons qu'il faut créer un revenu contributif. Il faut créer un revenu contributif d'abord pour une raison de macroéconomie. Si on considère qu'il est vraisemblable qu'entre 20 et 50% des emplois vont disparaître dans 10 à 20 ans, ça veut dire que les marchés vont être totalement saturés, parce qu'il n'y aura plus de pouvoir d'achat. Donc les robots vont produire toutes sortes de marchandises, il n'y aura personne pour les acheter. À partir de là, il va bien falloir faire de la redistribution, comme on dit. C'est Keynes qui utilisait cette expression de redistribution. Mais pendant 70 ans, on a redistribué par les salaires et les emplois. Mais s'il n'y a plus d'emplois, on ne peut plus redistribuer par les salaires et les emplois. Alors il faut redistribuer autrement. Et moi je dis redistribuer par un revenu minimum d'existence, pourquoi pas? Mais le revenu minimum d'existence, ça sera entre 500 et 1000 euros maximum. Vous n'allez pas solvabiliser les marchés avec des gens qui gagnent 1000 euros par mois maximum. Ça, c'est pas possible. Donc il faut créer une autre dynamique. Et cette dynamique, il faut la reprendre chez les intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle, que je connais très bien parce que j'en ai fait travailler quand j'étais à l'IRCAM et j'en ai formé quand j'étais à l'INA. L'INA, c'est le premier organisme de formation des intermittents en France. Ce sont des gens qui développent un métier, qui développent des savoirs, qui ne sont pas remplaçables. Vous ne pouvez pas remplacer Robert Bellucci par un robot. Vous ne pourrez pas remplacer un metteur en scène par un robot. Vous ne pouvez pas remplacer un éclairagiste par un robot. On le fait, bien entendu, à la télé. Et vous voyez le résultat. C'est la télé. C'est pas le théâtre. C'est pas le cinéma. Nous pensons, nous, qu'il y a toutes sortes de métiers qui sont exactement comparables et pour lesquels il va falloir développer des nouveaux savoirs. Des nouveaux savoirs qui sont des savoirs qui permettent de produire de la désautomatisation. Là, encore une petite séquence un petit peu théorique et un petit peu abstraite. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas du tout qu'il faut supprimer les robots et empêcher le développement de l'automatisation. Non, je dis qu'il faut augmenter le développement de l'automatisation pour donner du temps aux gens, pour reparamétrer les robots et pour les désautomatiser et les réautomatiser autrement. Ce que je veux dire par là, c'est que à Plaine Commune, on est le siège même de Plaine Commune est devant le Stade de France. Le Stade de France est un des principaux stades dans le monde maintenant où on joue au football. Qu'est-ce que c'est qu'un grand joueur de football? C'est quelqu'un qui a acquis énormément d'automatisme. Il n'a pas besoin de réfléchir quand il court, etc. Il se balade comme ça, il ne réfléchit pas. Mais à un moment donné, pourquoi il ne se réfléchit pas? C'est parce qu'il est en mode automatique. Il s'est tellement entraîné qu'il fonctionne de manière automatique. Mais à un moment donné, quand il va marquer, quand il va faire un geste absolument imprévisible par ses adversaires, les joueurs contre lesquels il joue, eh bien il va désautomatiser ce qu'il a appris. Je vous parlais de Romain Ranucci, je pourrais vous parler d'un autre comédien qui s'appelle Denis Podalides. Je parle de lui parce que j'ai fait un entretien avec lui là-dessus. Quand Denis Podalides, c'est un sociétaire de la comédie française. Il a joué l'avare 300 fois de suite. Et il m'explique, quand je joue l'avare, au bout de la 300e fois, ça marche tout seul. Je peux faire marcher le truc tout seul. Donc, pendant que je suis en train de dire l'avare, de me balader sur les planches et tout, je peux me dire, tiens, ce soir, il faut que je fasse un pot-au-feu, n'oubliez pas d'acheter de la moutarde, etc., etc. Mais d'un seul coup, je vais totalement bifurquer et produire quelque chose que personne ne m'attendait, ni même moi, parce que je maîtrise tellement le personnage que je peux le changer. Je vous donne encore un autre exemple qui m'a été donné par un membre de Dassault Systèmes qui fait partie de notre programme. C'est le directeur de Dassault Systèmes. Il m'a dit, un pilote de course qui roule à 400 km/h, c'est quelqu'un qui est totalement automatisé, c'est-à-dire qu'il a conformé complètement son comportement aux automatismes de la voiture et de l'ordinateur de bord. Mais celui qui va gagner la course, c'est celui qui à un moment donné va désautomatiser le fonctionnement et qui va surprendre absolument tout le monde en une fraction de seconde. En fait, ça, dans la théorie de l'entropie de l'entropie, ça s'appelle une bifurcation. Et ce qui explique la théorie de l'entropie de l'entropie, c'est que l'évolution du vivant s'est faite de bifurcations de ce genre. Et ce qui explique un économiste qui s'appelle Nicolas Georges-Couragol, c'est que l'économie s'est aussi faite de bifurcations de ce genre. Aujourd'hui, avec la data économie, on va vers une standardisation totale, et si on n'est pas capable de réintroduire de la désautomatisation par les êtres humains dans les automatismes, alors on va à une catastrophe économique. Ce que nous soutenons, nous, c'est qu'il est possible, en reprenant l'idée générale du régime des intermittents, et d'autre part l'organisation du travail de ce qu'on appelle le logiciel libre, donc Yann Le Polotech promeut beaucoup ici dans la fête de l'humanité. Le logiciel libre étant une organisation du travail chez les développeurs informatiques
qui repose sur le partage de tous les savoirs. Et c'est complètement le contraire de l'organisation industrielle habituelle. D'habitude, dans l'organisation industrielle, le savoir, il devient secret, il est déposé et protégé par des brevets, et il est découpé en petits morceaux par ce qu'on appelle la division industrielle du travail. Dans le logiciel libre, au contraire, le travail est complètement partagé, le savoir est accessible à tout le monde, et tout le monde peut changer le code. C'est une organisation qui repose sur le partage du savoir, et non pas sur la confiscation du savoir par la machine. Nous pensons que demain, il est possible de développer des modèles de ce type-là dans ce que nous appelons le revenu contributif. Le revenu contributif, c'est donc un revenu qui repose sur la valorisation des savoirs pour lesquels on donne une allocation de ressources, pour que les gens développent leur savoir, leur capacitation, mais c'est un revenu conditionnel. C'est-à-dire que, comme chez les intermittents, pour pouvoir émarger à ce revenu contributif, il faut régulièrement pouvoir valoriser ce qu'on a appris, soit dans une activité associative, soit dans une activité économique, dans une entreprise, dans un service public, dans toutes sortes de possibilités. Et ce revenu contributif, il est ce qui permet de redistribuer du pouvoir d'achat, parce qu'on est obligé de redistribuer du pouvoir d'achat, par justice sociale bien sûr, mais pas simplement par justice sociale, par rationalité économique, sinon le système économique ne peut pas marcher, mais c'est une redistribution qui consiste à valoriser la production de savoir, et donc à l'encourager. Quand je dis savoir, ça peut être jouer au foot, jouer du piano, réinventer de la maçonnerie, faire des mathématiques, faire du logiciel libre, ou toutes sortes d'autres choses, ou faire du théâtre, comme les intermittents. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place, comme l'a dit Patrick Bramazek, à travers une chaire de recherche contributive, parce que nous pensons que ce processus suppose le développement progressif, d'abord de ce qu'on appelle une économie contributive, qui est une économie qui repose sur la déprolétarisation des emplois, enfin ce ne sont plus des emplois, du coup ce sont des métiers qui sont revalorisés, et pour faire cela, ça suppose de qualifier ce que nous appelons l'économie contributive. De la même manière que, par exemple, quand on rémunère un intermittent du spectacle dans ce régime qu'on appelle l'intermittent du spectacle, on n'a pas le droit de le faire pour, par exemple, des tâches de standardiste de téléphone. C'est un exemple que je donne toujours parce qu'il avait été donné en 2003, TF1 payait ses standardistes en intermittent du spectacle. Il n'est pas question de donner le revenu contributif pour n'importe quel type d'emploi. Il est question de donner le revenu contributif pour des emplois qui contribuent à la production de ce que j'appelais tout à l'heure de la négantropie. Et donc, le travail que nous allons faire pendant 10 ans, qui va aussi consister à développer sur le territoire de Plaine Commune des nouveaux réseaux qui facilitent ce genre de création de communautés de savoir, qui va permettre aussi de créer ce que nous appelons une vie locale contributive, pas simplement économique, pas simplement scientifique, mais aussi municipale par exemple, ou communale, enfin, territoriale disons. Tout cela, ça va se faire au cours d'un programme de 10 ans parce que nous considérons qu'il faut que ce soit accompagné par des études d'économistes, des études de juristes, des études de mathématiciens, bref, tout ce qui va constituer la possibilité d'élaborer de nouveaux modèles économiques et macroéconomiques qui soient généralisables et pas simplement sur le territoire de Plaine Commune. L'idée est aussi que ce territoire soit un lieu où on puisse négocier tranquillement, raisonnablement et à froid des transformations sociales sans le faire dans la panique et le conflit. Et du coup, c'est un laboratoire qui s'instaure ainsi pour essayer de produire une réflexion collective dont nous souhaitons qu'elle se développe aussi sur d'autres territoires. Nous en discutons avec d'autres pays, en Belgique et en Angleterre en particulier pour ce qui concerne l'Europe. Et l'idée est aussi de créer tout un réseau à travers ces territoires, également entre des expériences territoriales, mais aussi un réseau scientifique, un réseau d'ingénieurs, un réseau d'entrepreneurs, d'acteurs économiques, de toutes sortes de niveaux, donc depuis des TPE, comme il y en a à Saint-Denis par exemple aujourd'hui, qui sont implantés, jusqu'aux grands groupes industriels comme Dassault Systèmes et Orange qui sont associés à ce programme. Voilà. Merci Bernard. Yann, au Parti communiste français, comment regarde-t-on cette expérience sur le revenu contributif? D'abord, une première chose. Je crois qu'on vit vraiment la fin d'une époque, la fin de quelque chose.
Et ce que l'on vit, cette révolution numérique qui est en train de tout bouleverser, et en particulier l'emploi et le travail, comme l'ont dit mes deux prédécesseurs, elle est vraiment constitutive de ce capitalisme financier mondialisé, mais en même temps, elle est en train de travailler sa fin par les contradictions qu'elle génère. C'est-à-dire, pour reprendre un peu une phrase de Marx, c'est qu'on est au moment où les forces productives ne tiennent plus dans l'enveloppe que leur a construit la société. Et quand on est dans cette situation-là, il peut se passer deux choses. Il peut se passer effectivement ce que Bernard parle de négo-entropie, c'est-à-dire on peut aller vers un scénario d'effondrement, de catastrophe, de chaos, et qu'on voit en partie d'ailleurs dans un certain nombre de pays, d'endroits, de territoires. Et puis il y a l'autre issue. Et l'autre issue, elle est aussi dans cette grande transition numérique, mais pas seulement. Il y a la transition écologique, il y a la transition urbaine, mais dans la transition numérique, bien sûr, le numérique détruit énormément d'emplois, comme le progrès technique a toujours détruit des emplois. C'est même la raison d'être, d'une certaine manière, du progrès technique. Et ce qui est nouveau avec le numérique, c'est qu'elle les détruit très vite. Et elle détruit aussi les emplois. Je ne vais pas dire, c'est pas du tout méprisant ce que je vais dire, mais elle détruit des emplois qui ne sont pas nécessairement des emplois super épanouissants, même si nous font parfois vivre. Et il détruit aussi une partie dans notre travail qui n'est pas nécessairement super épanouissante, c'est-à-dire toute la partie routinière d'un travail, qui peut parfois être des moments de respiration, mais qui sont quand même pas des moments de création, parce qu'il est le propre de l'être humain, parce que la différence entre la machine et l'être humain, c'est la capacité à créer, c'est la capacité à répondre à des problèmes inédits, mais en même temps tout ça, ça ne peut pas se faire dans une société où c'est marche ou crève. Quand vous voulez créer, il faut avoir que vous ayez les conditions de culture, les conditions de vie, les conditions d'épanouissement pour le faire. Donc à un moment donné, on est à un carrefour, je pense, de l'avenir de l'humanité, où il faut créer de nouvelles institutions, imaginer de nouvelles choses. Alors comme on sut le faire par exemple au 19e siècle, quand il y a eu les premières mutuelles ouvrières, bien sûr c'était balbutiant, bien sûr c'était des expérimentations, bien sûr c'était utopique, bien sûr ça a dans beaucoup de cas échoué, mais en même temps, ces mutuelles ouvrières, ça a permis, en 1945 par exemple, de créer la sécurité sociale. Et c'est à partir de tous ces essais, de toutes ces expériences locales, de toutes ces imaginations qui ont été faites, qu'on a créé quelque chose qui a permis à un moment donné que les hommes ont mieux vécu, ont pu récupérer les gains de productivité, ont pu faire toute une série de choses. Et là, je pense véritablement qu'on arrive au bout d'un système, que ce système, avec le numérique, mais pas seulement le numérique, ce n'est plus viable pour l'être humain de continuer dans le système dans lequel on est. Donc à un moment donné, est-ce qu'on imagine des institutions qui vont permettre de faire autre chose, c'est-à-dire d'une certaine manière, moi je ne parle même pas d'institutions socialistes ou communistes, mais d'institutions post-capitalistes. C'est-à-dire à un moment donné, est-ce qu'on imagine des choses qui permettent justement de répondre à cette situation de vitesse, d'urgence. Et il y a effectivement le projet de pleine commune qui est très intéressant. Il y a eu un projet aussi, alors à une échelle un peu plus grande, mais aussi dans des circonstances pas si simples que ça, c'est dans l'Équateur le projet FLOC, qui est un projet de territoire aussi innovant, travaillant justement sur le libre, le partage des savoirs et des savoir-faire pour fabriquer une nouvelle société. Et ça a été fait dans un pays comme l'Équateur qui connaît des difficultés encore plus grandes que les difficultés françaises. D'avoir la rente pétrolière, mais cette rente pétrolière est aussi son plus grand malheur. Donc bien sûr, toutes ces questions-là, elles sont à innover. Et nous, le Parti communiste français, sur cette question, parce qu'il y a beaucoup de...
cette question du découplage qu'avait commencé à poser Marx, c'est-à-dire de dire à un moment donné le volume de richesse, la capacité de produire des richesses et le numérique qui participe sera tellement grande qu'on peut le dissocier des moyens de paiement et qu'à un moment donné on peut réfléchir d'une manière un peu différente. Et cette question aussi qui est faite, c'est que par rapport à la vitesse de ce qui se passe de ces mutations sur l'emploi, qui n'est pas seulement de la suppression d'emploi, mais aussi de l'extrême prolétarisation, c'est tout ce qu'on appelle, sur ces ubérisations par exemple, ou le travail à la tâche ou micro-tâche, il y a nécessité de sécuriser les parcours de vie. Alors là-dedans, nous, Parti communiste, on est prêt à ouvrir un grand débat. Il y a des gens qui parlent de revenus universels, de revenus de base. Il y a des gens qui parlent, comme Bernard Friot, de salaire à vie. Il y a le revenu de contribution, modèle intermittent du spectacle. Nous, les communistes, on a tendance à parler de sécurisation des parcours professionnels, sécurité emploi-formation, sécurisation des revenus. CGT parle de sécurité sociale du travail. Tout ça, je pense qu'il y a des idées intéressantes. Alors en même temps, tout le monde ne met pas les mêmes choses derrière, parce que derrière le revenu universel, le revenu de base, vous avez aussi des ultralibéraux qui promeuvent la chose sous la forme d'un impôt négatif en disant ça va permettre de supprimer plein de formes de redistribution sociale, de limiter l'État, et c'est ce qui se passe en Finlande, c'est-à-dire on remplace l'APL, on remplace les allocations chômage, on remplace plein d'allocations et les allocations familiales, etc., par un revenu d'existence, mais qui est vraiment une sorte de RMI ou de RMA rabougri, enfin un peu amélioré. Nous, c'est pas du tout notre conception. Je pense au contraire qu'il faut donner une sécurisation des moyens de vie qui permettent justement aux gens de s'adapter à ces nouvelles conditions où on va demander aux gens de moins en moins de faire des automatismes, de moins en moins de faire appel à leur mémoire, mais de plus en plus à leur créativité. Donc effectivement, il faut créer les conditions de ça. Et créer les conditions de ça, c'est plus de formation. Le premier employeur en France, à l'heure actuelle, c'est l'éducation nationale. Il y a 250 ans, 80% des Français travaillaient dans l'agriculture, et l'éducation nationale, ça n'existait même pas. Il y avait quelques personnes qui avaient un précepteur, les lycées n'existaient même pas, ça a été une création de Napoléon Ier, si ce n'est le lycée Louis le Grand. Donc maintenant, le principal employeur de France, c'est l'éducation nationale. Donc la révolution industrielle a impliqué une formation de masse déjà. La révolution numérique, ça demande d'aller encore plus loin dans la culture, dans la créativité, dans l'art, dans le mélange de tout ça, dans des lieux où sont véritablement art et métier. C'est ce qu'on appelle les tiers-lieux, c'est les Fab Labs, les makerspace, c'est aussi l'habitat partagé, c'est aussi tout ce qui se développe même au niveau des jardins partagés. Il y a plein d'initiatives populaires qui viennent d'en bas. Maintenant, comment est-ce que ça, on en fait une masse critique politique? Comment on en fait de ça une masse critique économique face aux géants capitalistes qui a tendance à broyer tout ça, mais aussi à le récupérer? Il faut se dire aussi qu'il y a des tentatives de récupérer tout ça. À l'heure actuelle, je vous parle des Fab Labs et des makers, des tiers-lieux, mais tous les chasseurs de tête, les plus grosses boîtes capitalistes, tournent autour de ces lieux parce que c'est là où vous retrouvez les gens les plus créatifs. Et même les gens comme Dassault, comme Renault, créent en interne des Fab Labs. Et même, je vais vous le dire, Google, l'entreprise capitaliste par excellence, elle en est venue à donner à ses employés 20% de leur temps de travail où ils font ce qu'ils veulent, le projet qui les intéresse, un projet personnel. La seule condition, c'est qu'après, ils récupèrent le projet. C'est eux qui sont les propriétaires du projet, mais généralement, c'est les meilleurs projets qui sont développés dans ce cadre-là. Donc, à un moment donné, toutes ces expériences, si on veut sortir de la situation dramatique dans laquelle on est, si on veut effectivement éviter l'effondrement ou la démantropie, si on veut aller vers une société post-capitaliste où justement, c'est un peu le rêve de Marx, une société de producteurs associés, et bien dans ces expériences, on est en train de prototyper des choses. Ça réussira, ça ratera, mais c'est les ferments de l'avenir, ça part par en bas, mais en même temps par en haut, toutes les institutions politiques, elles bougent là-dessus. Et comme vous le savez, et ça c'est une définition très marxiste, une institution, que ce soit une entreprise, l'État, une commune ou n'importe quoi,
c'est toujours le reflet d'un rapport de force. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'y mette. Et ce qui va se passer autour de Plaine Commune, comme dans d'autres endroits, c'est passionnant, mais ce sera aussi lieu de rapport de force et de contradiction. Et véritablement, moi, je pense que dans un territoire que ce soit en Seine-Saint-Denis, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard par rapport à l'histoire de la Seine-Saint-Denis, et c'est pas un hasard par rapport à l'ensemble des problématiques qui sont posées en Seine-Saint-Denis. Voilà, excusez-moi d'avoir été peut-être un peu loin. Merci Yann, on a encore 20 minutes à passer ensemble sur ce sujet. Je vous propose de prendre quelques questions de la salle, de trois, et puis que nos invités y répondent. Nos trois invités reprennent la parole, finalement, dans l'ordre premier. On commence. Oui, d'accord. Bernard. Bon, c'était toutes de très bonnes questions. Je le dis vraiment sans aucune flagornerie. Je pense que vraiment c'était des questions justes et riches. Malheureusement, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour y répondre. Bon, d'abord, qui évalue? La question que vous m'avez posée, qui évalue, disons, le caractère négantropique de l'économie contributive? Autrement dit, c'est un revenu conditionnel. Nous disons, ce revenu conditionnel est comme chez les intermittents renouvelable par une période d'activité qui restera à définir d'ailleurs. Et qui va définir que ça, c'est une activité contributive plutôt qu'une activité classiquement relevant du capitalisme consumériste? C'est une très très bonne question. Et c'est pour ça que nous lançons un programme de recherche sur 10 ans. Parce que nous pensons que cette évaluation-là, ça suppose tout un travail d'élaboration théorique, pratique, économique, c'est-à-dire que véritablement il faut mettre en place un dispositif pour lequel nous allons proposer, ça c'est ce que nous avons en tête à Saint-Industrialis et à Léry, c'est Plaine Commune qui en décidera bien entendu, avec l'État qui va suivre tout ça d'ailleurs, et puis les communautés scientifiques qui seront associées, nous allons proposer un conseil d'investissement contributif, une caisse de financement contributif, un dispositif de certification du travail contributif, exactement comme aujourd'hui on certifie qu'un entrepreneur de spectacle fait vraiment travailler des artistes et pas du boulot noir, enfin du boulot déguisé autrement. Ça veut dire qu'il faut réélaborer des critères de certification, autrement dit ce qu'on appelle aussi des indicateurs. Alors je voulais parler, mais on n'avait pas le temps, de ce qu'Amartya Sen a développé sur la capacitation, où il a proposé de changer les indicateurs économiques. Je ne peux pas le faire maintenant parce qu'il faut que j'arrête dans une minute, si j'ai bien compris. Je l'indique simplement de manière programmatique. Quant aux ressources qui permettent de financer ce revenu, mais il y en a beaucoup des ressources comme ça. Il y a 38 milliards de ressources qui sont versées à la formation professionnelle aujourd'hui, et ces 38 milliards de ressources pourraient progressivement être réorientées vers des processus de, je reprends le terme d'Amartya Sen, de capacitation, c'est-à-dire d'acquisition de savoir individuel et collectif. Il y a aussi 80 milliards d'aides aux entreprises, avec des effets d'aubaine extrêmement nombreux, qu'on pourrait redistribuer, et en plus du côté économique, y compris du MEDEF, il y a des gens qui seraient prêts à faire ça. Parce que le MEDEF, c'est pas homogène, contrairement à ce qu'on croit, et il y a parfois dans le patronat des gens qui sont très sensibles à ce type de problématique, mais pas sur des bases ultralibérales, c'est parce qu'ils savent très bien qu'on va dans le mur. Et que sur le plan macroéconomique, il faut absolument ouvrir de nouvelles possibilités. Alors, ce que vous avez dit, monsieur, sur le traitement de l'information et des cadres, ça mériterait beaucoup de discussions. Je suis d'accord avec vous sur le fait que l'informatique a permis en particulier l'accès à toutes sortes d'informations, pas simplement pour les cadres, mais par exemple, moi, en tant qu'universitaire, c'est quelque chose qui a changé ma vie complètement. Mais en même temps, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le capitalisme des plateformes, le big data, etc., c'est en train de changer complètement, puisque c'est vous qui faites le traitement. Ce sont les mathématiques corrélationnistes. C'est-à-dire que, précisément, on vous court-circuite, ce sont maintenant les cadres, les scientifiques, c'est même Alan Greenspan, je l'ai montré dans un livre, qui est court-circuité par les algorithmes. Donc, on n'est plus à l'époque, justement, de la micro-informatique, on est à l'époque de ce que j'appelle, moi, le capitalisme réticulaire et digital, et qui court-circuite complètement les processus de prise de décision. Alors ça, il faut qu'il y ait beaucoup de temps pour en parler. Je suis désolé parce que je ne vous réponds pas vraiment en profondeur, mais voilà, je me permets de vous renvoyer quelqu'un qui s'appelle La Société automatique, où j'ai consacré 2 chapitres à cette question. Quant à la question des femmes, voilà, c'est une question très très importante pour moi, la question que vous avez posée, d'abord parce qu'elle est importante par elle-même, mais d'autre part parce qu'elle me permet de préciser quelque chose. Ce
que nous disons, c'est que le temps de l'emploi est en train de régresser. L'emploi, c'est la prolétarisation, et c'est l'aliénation que décrivait Marx et Engels. Le temps du travail est en train de revenir, et sous une forme nouvelle. Et le travail, c'est tout ce qui produit du savoir. L'éducation des enfants, c'est une production de savoir. Et ce que nous appelons le savoir là, c'est pas du tout le savoir qu'on enseigne à l'université ou le savoir tel qu'il est reconnu de manière académique. C'est les savoirs sous toutes leurs formes. Moi, j'appelle ça des savoir-vivre, le savoir-vivre ensemble, le savoir-faire et le savoir théorique, conceptuel. Et ces savoirs, il y a un tout petit bout d'Amartya Sen, parce que c'est quand même très très important. Amartya Sen est un homme très connu aujourd'hui, c'est un prix Nobel d'économie. Mais en 1972, il n'était pas connu du tout, c'était un jeune économiste indien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé au Bangladesh parce que le Bangladesh subissait une énorme disette, une énorme famine. Et il a fait une découverte stupéfiante, c'est que les Bangladais vivaient plus longtemps que les habitants d'Harlem. Alors il a creusé le sujet, et 3 ans plus tard, il a fait toute une enquête pour essayer de comprendre comment il était possible que des gens qui crèvent de faim vivent plus longtemps que des gens qui mangent à leur faim. Et il s'est aperçu que c'était parce qu'ils développaient des savoirs, ce qu'il appelle lui des capacités. Et que ces savoirs leur permettaient de développer une solidarité sociale extrêmement grande. Et que non seulement ils vivaient plus longtemps, mais ils étaient beaucoup plus heureux. C'est à partir de là qu'il a développé les indicateurs de développement humain qui sont aujourd'hui les indicateurs officiels de l'ONU. Nous pensons que le développement de savoir est l'avenir. Parce que c'est ce qui produit une capacité à développer de la solidarité sociale quand on va avoir de plus en plus besoin. Et donc, la question, ce que vous posiez, qu'on avait posé monsieur avant, c'est qui va décider de quels sont ces critères? Mais nous disons, qui va décider? C'est la société qui va en décider. Et c'est Pleine Commune, pour ce qui concerne Pleine Commune, qui va en décider. C'est pour ça que nous imposons, par exemple, nous voulons accueillir 20 doctorants dans le 1er novembre. Nous espérons accueillir 20 doctorants, du monde entier d'ailleurs, pas simplement les Français, à Pleine Commune. Dans toutes les disciplines, mathématiques, physique, économie, droit, informatique, etc. Pourquoi faire? Eh bien pour travailler avec la population. Quand je dis la population, ce n'est pas forcément que les habitants de Pleine Commune, ça peut être aussi des acteurs économiques, ça peut être des administrations, ça peut être les professeurs, ça peut être les classes, etc. Pourquoi? Parce que nous voulons que ces doctorants qui partagent nos hypothèses sur la possibilité de développer une nouvelle logique sociale, travaillent avec le territoire à inventer ce que nous appelons nous un really smart city. Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce qu'aujourd'hui se développe ce qu'on appelle les smart cities. Qu'est-ce que c'est qu'une smart city? C'est une ville automatique, où tout est régulé par des algorithmes. Il n'y a plus besoin de Patrick Morozek, il n'y a plus besoin de flics, il n'y a plus de rien du tout, il n'y a plus besoin de décider de quoi que ce soit, tout est contrôlé. Et vous êtes tracé. Nous pensons qu'une ville comme ça, c'est inhabitable, insupportable et catastrophique, et que l'hyperviolence s'y développe. D'ailleurs, je travaille moi avec la Corée, et c'est la Corée qui est la première à développer ce genre de choses, et aujourd'hui à Séoul, ils sont en train de revenir en arrière, de dire c'est pas possible, ça ne marchera jamais. Donc nous pensons qu'il faut inventer une ville vraiment intelligente, la Pleine Commune. Et nous pensons que c'est possible avec les algorithmes, non pas pour que les algorithmes se substituent aux représentants politiques, aux administrations ou aux habitants, mais pour que les algorithmes les rendent plus intelligents. C'est-à-dire les convoquent. Par exemple, j'ai un ami, d'ailleurs je l'ai proposé de venir à Pleine Commune, qui s'appelle Jean-François Caron, qui est maire de la ville de Los Angeles. Il a installé avec Orange, il y a 10 ans, sur sa petite ville de 8 000 habitants, des capteurs. Ces capteurs qui captent des flux, qui captent de l'énergie, etc., ils n'activent pas des algorithmes, ils convoquent des réunions d'habitants. Ces capteurs indiquent des problèmes et ils envoient ces problèmes à tout le monde en disant nous proposons une réunion pour traiter de ce problème, etc. Et ça c'est très très intéressant. Nous pensons, nous, que Pleine Commune peut devenir un lieu qui réinvente complètement ce que serait une ville véritablement utilisant intelligemment les automates, les algorithmes, etc. pour faire ce que vous disiez. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut arrêter les algorithmes, tout ça, au contraire. Mais nous disons qu'il faut les socialiser pour le bénéfice de tout le monde, et que c'est tout à fait possible. Et ça suppose une transformation de la vie locale, du développement du savoir, etc. Merci Bernard. Patrick? Je vais être très court d'abord parce que Bernard a eu beaucoup de questions, mais simplement pour illustrer son propos et répondre peut-être aussi à cette question sur est-ce qu'il faut se plaindre finalement qu'il y a un certain nombre de fonctions ou de métiers qui sont des métiers effectivement qui ne sont pas très valorisants, soit remplacés par des machines. Non, je crois que d'ailleurs c'est sans ambiguïté.
Ce serait illogique, enfin, ça ne servirait à pas grand-chose que de dire il faut lutter contre ces mutations et arrêter le processus où on ne pourrait pas. De la même façon qu'il était absurde de lutter contre l'invention de la machine à vapeur, ou de l'invention de l'électricité, ou l'invention effectivement de l'image, etc. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir comment tous ces métiers qui aujourd'hui vont être de toute manière bouleversés par ces mutations, eh bien les gens qui occupent ces métiers ne se retrouvent pas à la rue, ne se retrouvent pas sans emploi, sans travail, et en tout cas inutile pour la société. Ça, c'était la première remarque. La deuxième, c'est, je ne sais plus qui a posé la question sur est-ce que c'est au niveau local qu'on réglera tout ça. Non, c'est pas au niveau local qu'on va le régler. Mais néanmoins, et on le voit bien dans plein d'initiatives et d'expérimentations, c'est souvent à partir d'expérimentations locales qu'on génère aussi des principes qui peuvent être repris, qui peuvent être réétudiés ailleurs, réexploités. Et c'est ça que l'on souhaite faire. Comme le disait Bernard, on va travailler avec d'autres pays, d'autres sites, parce qu'on pense que c'est au travers d'un certain nombre d'expériences de ce type qu'on peut effectivement produire des alternatives à ce monde économique. Et puis une dernière chose par rapport aux questions d'éducation et de santé que vous évoquiez, madame. Juste une petite histoire. Je préside le fonds d'action du football qui mène tout un travail en direction des clubs amateurs avec tous les mômes qui tapent dans le ballon. Ils sont plus de 2 millions aujourd'hui en France, et peut-être avec l'euro ils sont peut-être un peu plus. Et il y a une étude qui avait été faite par la direction technique nationale de la Fédération française de football et qui recensait donc 18 000 éducateurs sportifs qui s'occupaient de ces gamins. Sur ces 18 000 éducateurs sportifs, 11 000 ont un brevet d'État. 3 000 sont salariés. 3 000 sont salariés. Les autres sont payés avec les recettes de la buvette. Et donc on peut se dire que ça fait quand même beaucoup d'argent, les recettes de buvette. Donc tout ça, on mériterait d'être déclaré. On voit bien qu'il y a aujourd'hui dans le domaine de l'éducation, mais on peut prendre le domaine du soin, dans la formation, aujourd'hui des savoir-faire qui ne sont pas valorisés, qui ne sont pas salariés, et qui ne sont pas reconnus comme effectivement utiles à la société. C'est aussi ça qu'il faut qu'on arrive aussi à recenser. Il y a des gens aujourd'hui sur mon territoire qui passent une grande partie de leur vie dans la mécanique sauvage. Ce sont de très bons mécaniciens. Et d'ailleurs, je vois arriver des gens avec leur bagnole, c'est plus sauvage chez moi. Je vois arriver des gens avec leur voiture et puis leur laisser la journée, et puis ils partent, ils viennent la chercher le soir. Parce que les garagistes sont trop chers. Enfin, on est dans le blabla réparation. Voilà, un autre blablacar. Mais il y a toute cette tas de savoir-faire de ce type qu'il faut effectivement valoriser. Au-delà de tout ce que pourra effectivement nous enseigner ces thésards qui vont venir travailler sur ce territoire. En tout cas, nous, on est convaincus que c'est par des expériences de ce type on redonnera peut-être une autre perspective et une alternative en tout cas positive à cette question des mutations du monde du travail. Oui, non, juste pour pas conclure, mais donner un élément, je reprendrai la personne là, qui a intervenu, qui a posé une très bonne question. Je pense d'abord le local n'est plus trop local maintenant, parce que le local il est en réseau avec le reste du monde. Déjà c'est une première question. La deuxième chose, c'est quand on parle de Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis, et moi je le mets au positif contrairement à M. Chevènement, c'est qu'on est dans des territoires mondes. Et ce qui se passe à Saint-Denis et à Seine-Saint-Denis, ça a des répercussions sur ce qui se passe ailleurs. Et troisième chose, je dirais pour finir, je pense qu'il y a vraiment un enjeu. Il y a la société civile qui commence à prendre plein d'initiatives. Quand je parle de société civile, moi j'en parle au sens de Gramsci, pas d'Habermas, au sens de Gramsci. Et en même temps, il y a des institutions politiques qui disent plein de choses intéressantes, mais qui pour beaucoup sont restées très bloquées sur des modèles du XXe siècle, qui ont été efficaces à une certaine époque, mais il faut qu'ils bougent là-dessus. Il faut qu'il y ait la rencontre des deux. Il ne faut pas mépriser les gens qui essayent de changer les choses du point de vue local. Mais en même temps, il faut donner une perspective nationale, européenne et mondiale. Il faut tenir les deux bouts, il faut que ces deux mondes, je dirais des organisations classiques, qu'elles soient politiques ou syndicales, il faut qu'elles rencontrent tous les acteurs de terrain,
locaux qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Et c'est là-dessus, à partir de ce moment-là, c'est une question de politisation au sens noble du terme de ces enjeux. Et là, on pourra véritablement bâtir les institutions d'une société post-capitaliste où peut-être il y aura un épanouissement effectivement de l'humanité. Et dans ce moment qui est très noir, je pense en même temps, on n'est pas très loin de choses merveilleuses. Et c'est ça qu'il faut travailler. Il faut redonner de l'espoir. Et des projets comme ceux de Pleine Commune, eh ben, ils ont quelque chose de merveilleux, c'est que ça redonne de l'espoir, ça donne des pistes pour demain. Et ça, c'est extraordinaire. Merci. Donc notre débat est terminé.